Bon, bah écoutez, je vais commencer à dérouler mes slides si ça veut bien. La première partie, c'est que on a un contexte où on a un besoin de collaboratif et de télétravail qui est plus que avéré et validé vu le contexte. Et tout ça est assez bien porté par ces solutions cloud, et en particulier dans les solutions cloud qui ont fait le succès là, actuellement de 365. On a Teams. Teams que vous devez tous maintenant pratiquer quasi au quotidien. Notre vision de cette cible cloud, c'était une vision qui était assez générique, on va dire, mais qui s'applique beaucoup dans ce contexte-là, c'est pouvoir travailler de partout, c'est avec tout le monde et à tout moment. Et la vraie problématique que je vais essayer de vous soulever, qui est celle qui est notre driver depuis les toutes origines de ce type de solution, c'est que surtout, il faut que les utilisateurs y travaillent avec les mêmes usages, les mêmes outils que d'habitude. Et les mêmes outils que d'habitude, vous allez voir, ça reste Outlook, Word, Excel et l'explorateur de documents. Et ça, ça c'est la base. La vision, donc là, on rentre dans ce qui va être un peu ma carte ou ma cartographie de ce qu'on va décliner ensemble. C'est comment, en fait, in fine, porter tout ce qu'on a comme usage bureautique et métier dans le cloud. Donc, j'ai un premier nuage. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, voilà, mais j'ai un premier nuage sur la gauche qui concerne toutes les briques 365. Dans ces briques, il y en a une qui est antédiluvienne, qui est la brique Microsoft Exchange. Et on va dire que depuis 20 ans, les sociétés d'informatique déploient du Exchange qui ont eu comme principal objectif, contrairement à ce qu'on vous a toujours dit, qui était de permettre de mettre des calendriers partagés, des choses comme ça, c'est surtout que ça nous permettait de sécuriser parce qu'on synchronisait les mails qui étaient sur votre Outlook avec les mails qui sont sur le serveur Exchange. Donc Microsoft a porté son serveur Exchange dans le cloud, et ça c'est devenu un classique qui doit maintenant faire partie des standards messagerie de toute entreprise. Si c'est pas du Exchange online, enfin du Office 365, ça peut être du Google, mais G Suite ou autre, enfin c'est la même logique. Après on a quelque chose d'un petit peu nouveau, même si si la techno existe depuis très longtemps, qui est OneDrive. OneDrive, qui est équivalent de Dropbox, et qui va permettre en fait de synchroniser un poste, le portable, là, que j'ai dessiné en dessous, et sur ce poste, je vais synchroniser tout simplement bureau, mes documents. L'utilisateur n'est même pas obligé de savoir, il verra les petits nuages que vous verrez sur mon poste, mais il n'est même pas obligé de savoir qu'en fait, tout ce qu'il tape est directement synchronisé dans son cloud, OneDrive, exactement comme quand vous tapez un mail. Finalement, il n'y a pas de différence entre j'ai sauvegardé ma messagerie dans le cloud avec du Exchange et j'ai sauvegardé les documents du poste dans le cloud avec OneDrive. Après, on a vu apparaître SharePoint, on en a fait des usages web qui étaient un peu lourds, c'est complètement indigeste même, parce qu'on ne peut pas les chercher de pièces jointes, on peut pas. Et donc, SharePoint, depuis des temps immémoriaux, hein, qui remontent presque il y a 10-15 ans, on arrivait très bien à y accéder en mode lecteur réseau, et ça marche aussi maintenant très bien via toujours ce même outil de synchro OneDrive, qui fait que, au lieu d'accéder à un serveur de fichiers qui est physiquement au bout de votre RJ45 dans vos serveurs du bureau, vous allez accéder sur un serveur de fichiers qui est dans le cloud en passant par ce même outil OneDrive, et on va voir les quelques options, mais que vous connaissez peut-être déjà. Et typiquement, nous, notre service commercial fonctionne très bien comme ça. On avait anticipé les grèves de décembre dernier, hein, pour mémoire, on avait commencé avant le corona, et sans appeler ça de la serendipity, mais c'est quand même super bien tombé pour le confinement. Ma dernière brique, c'est Teams, qui devient aussi un outil de partage de fichiers, et on va voir comment il s'intègre, mais Teams est en train de monter en puissance énormément, à tel point que certains considèrent que ça peut devenir un futur système d'exploitation quasiment en soi. Hein. Voilà.
Et sur la partie à droite de mon schéma, on a les briques d'application métier. Nous, on a notre data center chez Interaction, donc ça nous fait du cloud privé, en particulier pour tout ce qui est application Sage de nos clients Apogea, mais d'autres clients hébergés d'ailleurs en mode full cloud là-dessus, ou sinon Microsoft Azure, on y reviendra, mais qui va permettre de porter du compute, c'est-à-dire des serveurs pour gérer les différents besoins d'applications, base de données, serveur web, tout ce qui est frontal, serveur d'accès distant, TSE, et puis éventuellement d'ailleurs du serveur de fichiers à l'ancienne, entre guillemets, pour continuer à partager serveur de fichiers. Donc ça, c'est l'ensemble des briques pour moi applicatives auxquelles vont venir se greffer toutes les applications SaaS diverses et variées qui sont un peu comme le SaaS 365. Et on va voir comment intégrer tout ça pour avoir quelque chose de cohérent qui soit un vrai système d'information avec des gestions de droits et permissions. Le poste utilisateur n'est pas oublié et on a une brique qui s'appelle Enterprise Mobility and Security, EMS, et Azure Active Directory qui va permettre de manager le poste, de sécuriser l'utilisateur, sécuriser les données. Enfin, il y a tout un environnement qui est porté par une brique sécurité qui sont autant de petits services cloud d'ailleurs fournis avec la suite Office 365. L'intérêt étant de rester dans l'environnement 365. Les trois axes pour ce déploiement d'une solution full cloud, c'est très axé autour du collaboratif. On va gagner en mobilité, c'est le premier élément, en productivité, et on va avoir plein d'outils collaboratifs, soit pour l'interne d'ailleurs, soit même avec l'externe, avec des règles qu'on évoquait là tout à l'heure, qui est d'éviter que tout le monde puisse partager avec tout sans que ça soit cadré. Parce qu'on a bien les deux faces de la même pièce qui sont plus on met du collaboratif, plus il faut sécuriser les données, il faut une vraie gouvernance de ces données, il faut se doter de moyens pour lutter contre les usurpations d'identité qui, dans le cloud, sont la principale menace, tout ce qui est cyberattaque, crypto et autres. Et ça, dès qu'on se développe d'un côté, il faut bien blinder de l'autre. Voilà. Et l'intérêt de ces plateformes cloud, c'est que même si on a une architecture très répartie, comme par exemple pour les boîtes de conseil où finalement les collaborateurs sont par définition en mission, donc le bureau est très étendu aux différents clients, on a une administration qui se retrouve de fait très centralisée de nos utilisateurs, de nos données et des devices. Donc c'est voilà, c'est ces trois briques-là qu'il faut bien garder en tête. Alors, je fais juste une petite présentation de la brique M365 qu'on va décliner, que j'avais commencé à évoquer. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la colonne totalement de droite qui est à 16,90 €. Et notre conviction, quand on parle pour nous du full cloud, c'est de commencer à prendre la brique complète dans laquelle on va avoir la suite Office qui permet de faire du Word et du Excel, mais on va avoir également tous les éléments de la partie collaborative, messagerie, SharePoint, Teams, et puis, donc ça c'est la brique collaboration, et puis la brique security avec donc une suite qu'on appelle EMS, Enterprise Mobility Security, dans laquelle on va avoir tous les outils filtrage mail, tous les outils de gestion des postes, Intune. Alors le terme est un peu pas très heureux en termes marketing, ça fait pas de la musique, mais ça permet de gérer des parcs. Et puis une brique sur la partie gestion de la sécurité des données qui est AIP, Azure Information Protection. Au lieu de bloquer l'accès à un dossier, on va crypter, on va mettre une clé de cryptage pour un fichier. Et donc votre fichier il peut se balader dans la nature, il n'y a que ceux qui sont
habilités qui ont la clé de décryptage avec leur compte utilisateur. Donc, je vais faire un petit focus. Mon schéma est moche, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Et je vais essayer de vous présenter les 3 types de partage de documents qu'on va pouvoir proposer. Alors, il y a, et puis je vais vous montrer juste après comment moi ça se traduit sur mon poste. Alors, pas pour les 3. Le premier, c'est le mode bibliothèque de documents ultra classique, donc qui ne change absolument pas de votre bibliothèque de fichiers. Vous avez un Active Directory dans votre infra on-prem, en local, ou hébergé, parce que vous avez mis votre infra dans votre data center ou même dans Azure. Maintenant, il y a une fonctionnalité qui a le mérite d'être simple et surtout pas cher. C'est du stockage blob sur Azure et qui va permettre, avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Azure File Server, de prendre votre commun et d'en faire quasi un copier-coller. On n'a pas de limitation quasiment sur l'histoire des 256 caractères, sur l'histoire des types de caractères, sur voilà, toutes ces problématiques qu'on a dans SharePoint. Et on va avoir un lecteur réseau tout simple, comme le NetUse qu'on monte sur nos réseaux habituels. Et on reste exactement dans le même environnement que d'habitude. Principal intérêt, c'est élasticité du stockage, c'est le coût qui est défiant toute concurrence. Et puis, on a déjà fait un pas dans le cloud si on a gardé, par exemple, son infra en local et qu'on a ces données là qu'on met sur Azure. Donc ça, c'est la première brique classique qui s'appelle Azure File Server. La deuxième brique qui va tout à fait correspondre à un schéma cabinet de conseil, par exemple, ça va être de dire, j'ai ma bibliothèque de documents, puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre dans du SharePoint, une bibliothèque SharePoint. Je vais pouvoir, moyennant quand même là, cette fois, un peu d'agilité de cette bascule. Elle ne va pas se faire de façon aussi immédiate. Il faut que j'ai aucun fichier avec ces accès qui fassent plus de 256 caractères. Il faut changer les caractères un peu spéciaux si j'ai des dollars, enfin des trucs compliqués comme ça. Mais moyennant ces petites contorsions, il y a un outil d'ailleurs mis à dispo par Microsoft qui permet de cadrer tout ça. On se retrouve avec une bibliothèque dans SharePoint, une gestion de droits équivalente à celle qu'on avait sur son serveur de fichiers. Et puis, on va y accéder, vous allez voir, avec l'équivalent, c'est pas un vrai lecteur réseau, là, l'équivalent d'un lecteur réseau, mais même des fonctionnalités presque plus riches, vu qu'on peut pas avoir les données que comme sur un lecteur réseau, on peut synchroniser, comme avec OneDrive, parce que c'est fait avec OneDrive, un dossier, par exemple, qu'on veut garder pour partir dans le train. Et puis, donc ça, c'est le cadrage classique des dossiers communs classiques avec leurs droits. Et puis après, on a de plus en plus, je reprends mon exemple du cabinet de conseil, des modes projets qui se développent dans Teams avec les bibliothèques de documents correspondantes, avec des canaux privés, si on veut avoir des accès et de la gestion un peu fine des droits. Et ça, tout l'intérêt, c'est que ça va pouvoir être fait par nos chers utilisateurs. Donc, c'est un intérêt, mais aussi une complexité parce que on aura beaucoup moins de cadrage. Il y a une problématique de qu'est-ce qu'on fait, gouvernance des données, qu'est-ce qu'on va faire une fois que la mission est close. Donc, on veut bien récupérer les pépites et autres. Je vais vous montrer tout simplement comment ça se traduit sur, si ça veut bien. Ah, je voudrais arrêter ce partage. Aïe. Là, je partage mon écran, mais je n'arrive pas à quitter. Pierre, est-ce que tu es toujours là? Non. Bon, j'ai un petit souci, j'arrive pas à quitter mon affichage là. Bon, écran.
arrêter d'y voir. Ah, voilà, much better. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer, ou en tout cas me dire si vous voyez ou pas mon explorateur là? Oui, oui. Oui, c'est bon. Bon, c'était tout ça pour ça, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est juste pour vous montrer mon explorateur. Donc là, c'est un petit poste que j'ai récupéré, donc tout n'est pas nickel. D'ailleurs, je ne suis pas du tout un exemple en termes de rangement de dossiers. Et donc, j'ai bien mon OneDrive, qui est l'ensemble de mes dossiers un peu perso, qui me suit. Là, je suis sur un petit portable et j'ai mon poste fixe qui est à mon bureau. Et puis, j'ai un autre portable à la maison. Voilà, c'est mon organisation. Ça m'évite de transporter des devices. Et donc là, j'ai tous mes documents et typiquement, j'ai tous mes dossiers ici où vous voyez là le statut, c'est un petit nuage bleu avec un fond blanc qui me dit, que ces dossiers-là, là, ils sont pas synchronisés sur le poste, ils sont juste accessibles on demand. Il faut que je double-clique dessus pour le voir. Donc, c'est quand même hyper pratique. Ça me prend aucun stockage quasiment sur le poste. Et comme j'ai 1 Tera de données stockables sur mon OneDrive et que mon poste il fait 256, c'est un petit SSD 256, j'ai la garantie entre guillemets de sauvegarder l'intégralité de mon poste. Et mine de rien, maintenant, quand nos utilisateurs qui ont cette configuration un peu sécurisée perdent leur poste, on sait qu'on retrouve leur mail, ce qui était déjà un acquis d'il y a 20 ans, mais on sait maintenant aussi qu'on n'aura pas perdu leurs données. On met même d'ailleurs la bibliothèque de photos s'il y a besoin. Et après, j'ai mon serveur SharePoint. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Voilà. J'ai ma bibliothèque SharePoint, voilà, donc tout le service Axido voilà, commercial a une bibliothèque SharePoint qui lui est dédiée. Donc vous voyez là un SharePoint assez classique hein, avec l'ensemble des dossiers jaunes. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle synchroniser. Une fois que j'ai cliqué dessus, en fait, ça ne me le synchronise pas, ce dossier. Ça me le fait apparaître sous une rubrique qui est, vous voyez, cette rubrique avec une petite maison, parce qu'on partage la maison, enfin plutôt le petit immeuble. Et là, j'ai ma bibliothèque de documents qui s'appelle commercial Axido. Et exactement comme sur mon OneDrive à moi, je vais avoir l'ensemble de mes clients, pareil, accessible en mode on demand ou synchronisé. Et puis pareil, j'ai des bibliothèques de documents qui sont dans Teams. Alors, Teams, j'ai mes équipes. Vous avez peut-être commencé à utiliser aussi largement. Et dans ces équipes, j'ai la bibliothèque de documents ici, là. Je prends RAN Server. Et cette bibliothèque de documents, c'est pareil des dossiers jaunes que chaque utilisateur d'une équipe peut créer à loisir avec ses droits, parce qu'il invite qui veut. Et j'ai le petit bouton qui va être de le synchroniser. Et quand je vais synchroniser cette bibliothèque de documents, elle va arriver exactement comme ma bibliothèque SharePoint. De toute façon, en termes de techno, Teams ne fait que s'appuyer sur du SharePoint. Et j'ai mes différentes RAN. Alors, chez nous, c'est remise à niveau, c'est tous les projets d'infogérance, pas d'infogérance, de migration de serveurs. Donc voilà, ça c'était ma brique. C'était ma brique partage de documents, qui est le vrai sujet en fait. Maintenant qu'on a migré la messagerie, c'est comment je migre les données dans un environnement full cloud. Et là, ce que je viens de vous montrer en mode Microsoft SharePoint, c'est opérationnel. Hein. Enfin, ça marche très bien. On a beaucoup de clients maintenant, jusqu'à 80-100 utilisateurs qui sont sur des architectures full cloud de ce type-là, des stockages de l'ordre de 2-3 Tera. Hein, alors, il y a toujours une petite adaptation au début parce qu'il faut basculer les données, il faut parfois aussi les renommer quand il y avait trop de longueur de dossier. Voilà, donc toute cette belle rigueur qui avait été mise en place pour avoir des arborescences super riches, parfois ça pose un peu problème. Mais ça marche très bien. Voilà.
Donc, on a la messagerie, les documents perso, les documents partagés, auxquels viennent se rajouter des documents un peu projet. Et en fait, ce mode un peu projet qui est Teams est en train de reprendre ou d'absorber, entre guillemets, tout ce qu'on vient d'évoquer avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer, Microsoft va nous intégrer la messagerie dans Teams, et ils nous ont déjà fait des présentations il y a 1 an et demi, 2 ans de ça, hein, dans ce sens-là. On va avoir donc les conversations instantanées, mais également les conversations mail dans le même fil. On va avoir les partages de documents, donc on va retrouver, je pense, nos SharePoint d'avant dans des équipes qui sont un peu plus globalisées. Et donc, en gros, Teams a vocation à devenir l'outil de travail collaboratif un peu global, avec tout, la visio, voilà. Et Teams va permettre aussi d'agréger l'ensemble des applications en mode SaaS. Donc, vous avez peut-être déjà vu en bas, ajouter des applications, là, lancer le store pour parcourir, rechercher des applications que vous pouvez ajouter à Teams. Et dans les différents onglets d'une équipe, on va avoir son accès à Salesforce, son accès à toute la gamme SaaS que petit à petit vous êtes en train d'agréger. Or, la problématique de cette agrégation, c'est que il faut la faire. Donc, vous l'aurez pas. Teams, il faut que vous le preniez vous comme un outil qui va être de plus en plus central. Voilà. À preuve en est, Microsoft revient dans la téléphonie. Ils vont sortir un téléphone qui va être sur Android, mais ils s'en fichent que ce soit sur Android. La plateforme de vente qui va servir à tout, ça sera Teams. Voilà. C'est juste pour l'anecdote. Et en fait, pour l'ensemble de cette articulation, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il faut que vous gardiez ce qui a fait finalement le succès de Microsoft en son temps, qui est d'avoir une seule gestion des droits et des permissions de vos utilisateurs. Donc en gros, avant, on avait un Graal qui était comme dans l'Incal, là, vous voyez le petit triangle Windows Active Directory, qui maintenant, en fait, au lieu d'être géré au niveau de votre Active Directory local, se retrouve dupliqué si vous avez une synchro, ou complètement géré si je prends une boîte de conseils là, qui ma marotte du jour, où on a juste besoin d'avoir un Azure Active Directory porté par les utilisateurs 365, hein, ça revient toujours au même niveau, et ces utilisateurs dans Azure Active Directory vont me permettre de me connecter sur tout ce qui est Concur, tout ce qui est gestion d'absence, tous les logiciels qui ne sont pas Microsoft, mais sur lesquels vos utilisateurs, vous avez tout intérêt à faire en sorte qu'ils se connectent avec votre compte Office 365. Un peu comme à titre perso, quand on s'inscrit pour des gestions de vacances, gestion de ceci, gestion de cela, on dit authentifiez-vous avec votre compte Facebook ou votre compte Google. Là, c'est pareil, sauf que c'est vous qui allez avoir la main. Et en fait, le prérequis de tout ça, c'est que ce compte 365, vous allez lui mettre une authentification forte avec la double authentification. Tout le monde maintenant a un téléphone et va pouvoir valider quand il se connecte dans un environnement qui est un environnement qui n'est pas habituel. Moi, vous avez vu sur mon poste, là, quand je me connecte sur mon OneDrive ou sur ceci, cela, j'ai déjà été authentifié de façon forte et il ne va pas me le redemander avant 3-4 mois si je n'ai pas changé de mot de passe. Donc, la double authentification, retenez que c'est le moyen qui sécurise le mieux avec une empreinte en termes de contraintes qui est la plus faible. Et c'est critique. Et donc, on va finir. Je vais quand même juste faire une petite brique Azure une fois qu'on a notre Azure Active Directory. C'est ce même compte Active Directory qui sert pour toutes les briques de 365, pour toutes les briques de Microsoft avec Dynamics, et puis également sur Azure, on va pouvoir récupérer ces comptes-là pour gérer tous les accès possibles imaginables à l'ensemble des services qu'on peut mettre en place dans Azure. Pour ceux qui m'ont soulevé le sujet, Azure considérait que c'est à la base
comme du OVH, c'est-à-dire que vous allez louer, c'est à l'usage, hein, en fonction de la taille de la machine, vous allez louer vos serveurs, vous allez remonter une infra comme celle que vous aviez avant, avec vos VM. On peut reprendre une VM AD, une VM qui va servir pour une application métier, une autre qui va servir pour une base de données diverses et variées. On va peut-être même mettre une VM pour gérer de la sécurité avec un pare-feu à l'entrée de ce réseau, de façon plus forte que les services de base de pare-feu de Microsoft. On va recréer son infra ultra classique et donc on va couvrir toute la partie qui était sur mon schéma à droite, qui sont les applications qui n'existent pas encore en mode SaaS. Donc, quoi qu'il en coûte, parce que là, il y a quand même un coût, une fois qu'on a couvert toute cette première partie d'applications SaaS autour de 365, ben, on a toujours moyen de pouvoir héberger en mode cloud ces applications. La consommation la plus simple de ces applications, c'est de les republier en mode web. Voilà. Sinon, on peut y accéder en mode TSE, mais si possible, TSE que applicatif, ça va être moins gourmand. Et puis sinon, on a un TSE très à l'ancienne, classique. Voilà. Je finis cette présentation avec un petit focus sur la dernière brique de cette partie full cloud. Donc, on a vu comment porter l'ensemble de ces données utilisateurs, messagerie, gestion des utilisateurs dans le cloud. Et tout ça, maintenant, on va regarder comment le sécuriser. Donc ça, c'est une fois que vous avez pris la brique qui était à 16,90 €, en fait, vous avez une boîte à outils qui s'appelle Enterprise Mobility Security et qui va couvrir l'ensemble de ces thématiques. La première thématique, c'est tout ce qui est défense contre les cyberattaques avec l'équivalent de nos antivirus classiques. Là, la grosse différence, c'est que comme tous les éditeurs maintenant de sécurité, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des remontées en temps réel des menaces et des réactions qu'ils doivent avoir par rapport à ces menaces. C'est intellectuellement devenu quand même assez hallucinant parce qu'en fait, ils ont des remontées sur des centaines de millions de postes qui, avec le petit Defender de votre compte perso, mais aussi la version pro de cette solution OMS, sont capables de, en temps réel, identifier les attaques. C'est vraiment de ce niveau-là. Bon, donc, ça se décline sur les anti-spam, ça se décline sur tout, mais donc on n'a plus du tout la même gestion de la sécurité que celle qu'on connaissait avant. On va avoir, après, sur ma deuxième colonne, enfin deuxième, troisième et quatrième, une sécurisation des devices, des PC, là. Après, des identités avec le multifacteur qu'on évoquait, et on va rentrer sur ce multifacteur avec des fonctionnalités un peu plus avancées, qui est par exemple la géolocalisation. Quelqu'un, on va s'assurer qu'il ne va pas être capable de faire 5000 km dans la journée. Donc, quelqu'un qui se connecte un jour à tel endroit, puis il y a une connexion qui se fait 2 heures plus tard en Chine, en Russie ou que sais-je. Voilà, ça va réagir un peu différemment. Et puis après, toute la partie sécurisation des données. Donc, pour la partie device, ce qu'on fait, c'est qu'on crypte maintenant assez classiquement soit l'ensemble du disque de l'utilisateur, soit juste son profil utilisateur, avec pareil différents niveaux. Soit on a une clé de cryptage privée, soit on utilise comme clé de cryptage le compte AD ou Azure AD du poste. Donc le poste, si je reviens à mon organisation là d'un réseau consultant, la personne va s'authentifier non pas sur son compte AD habituel, non pas sur un compte local, mais il va s'authentifier avec son compte de messagerie, donc qui est en fait son compte Azure Active Directory. Et donc, ça va nous permettre à distance de lui couper ses accès, par exemple, hein, des choses aussi basiques que ça. Mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus la main que si c'était un poste totalement privé. Et pour ça, donc, on va mettre
un agent MDM, Mobile Device Management, qui s'appelle Intune, qui va nous permettre de faire de la gestion du parc, déployer exactement comme ce qu'on faisait avant avec des GPO, des règles de mise en veille, des règles de voilà, gestion du poste, ou de déployer des patchs de sécurité, ou même de déployer carrément des patchs applicatifs. Donc ça, c'est Intune, qui est une jolie console de management global, qui en plus console peut être déployée sur les Mac, sur les Linux, bon ça j'ai jamais fait, mais sur les téléphones aussi, et donc on a un vrai contrôle de l'ensemble de notre parc. Identité, on a parlé du multifacteur, je reviens pas dessus, et sur la partie données, il y a une thématique qu'il faut que vous reteniez, qui est assez en vogue, qui s'appelle Azure Information Protection. C'est ma deuxième brique là dans le listing. Et Azure Information Protection, ça permet de mettre des labels, un peu comme dans les films là, avec confidentiel, défense, spécial nucléaire. On va attribuer un label à un certain groupe d'utilisateurs, par exemple la DRH avec l'ensemble des dossiers un peu confidentiels. Et il n'y a que les personnes à qui on a attribué ce label qui vont pouvoir ouvrir le document. Parce qu'en fait, dans leur compte, toujours Azure Active Directory, ils ont la clé de décryptage de ce document. Voilà, et donc là, vous pouvez vous garantir pas seulement des droits d'accès à des dossiers, qu'on continue à mettre, hein, mais aussi des droits d'accès à un dossier particulier. Voilà, alors j'avance parce que le chrono tourne et que on se garde un petit moment pour les questions. Intune, on l'a vu. Non, mais en fait, je viens de dérouler ce que le multifacteur, on a différents niveaux, SMS, applicatif avec authenticateur, et puis Azure Information Protection qui va permettre de faire cette classification, de le protéger, mais également de le suivre. Un des sujets, vous allez voir, qui devient de plus en plus sensible, ça va être de faire toute la gestion de la gouvernance de l'ensemble de vos données, et donc comment on classifie, comment on sécurise, comment on archive, voilà. Et là, il y a des solutions, qui s'intègrent dans l'ensemble des briques là qu'on vient de voir ensemble. Voilà. Donc, on a passé en revue pas trop la partie Azure. Hein, c'était pour moi une brique technique en fait qui est l'équivalent de ce qu'on a sur un hébergement classique. Hein, autant dans notre data center que sur Amazon, on peut fournir de l'AVM. Après, ça c'est tout un autre sujet, mais dans Azure, enfin dans tous ces hébergements cloud, voilà, il va y avoir une profondeur de fonctionnalités autour de la gestion des données, autour de la gestion applicative pour les développeurs, autour de tout ce qui commence à sortir l'intelligence artificielle avec du chat, de la reconnaissance d'images. Et c'est toutes ces briques-là, une fois que vous avez porté l'ensemble de votre infra ou de vos applications dans le cloud, que vous allez pouvoir consommer très facilement. Et c'est ça un peu la magie du cloud. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai tenu à peu près le créneau. Il nous reste un petit moment là pour un petit échange et je vous propose, par rapport à ce que je vous ai soumis là, de passer aux questions. Bon, là, ça va mieux, vous m'entendez, je crois. Très bien. Très bien, oui, voilà. Tout d'abord, merci pour la présentation. L'intérêt, c'était d'avoir une idée globale sur l'ensemble de ce que vous avez balayé comme fonctionnalité, de ce que peut apporter le cloud. Donc, moi, chez nous, en tout cas, c'est une réflexion pour l'instant, sachant qu'on a un aspect, bien sûr, lié à la confidentialité des données. Et donc, je voulais un peu voir dans quelle mesure ces aspects de confidentialité sont couverts par des mesures de sécurité, par des couches, des solutions.
Bon, maintenant, aujourd'hui, nous, bien sûr, effectivement, on a, comme la plupart des entreprises, des solutions comme le VPN. Et bien sûr, le VPN a ses limites et cette solution, bien sûr, apporte d'autres agilités en termes de mobilité, surtout. Maintenant, la question, c'est que comment ça se passe de tout ce qui est, parce que nous, on a par exemple des services techniques, l'ingénierie, en termes par exemple de CAO, c'est des fichiers qui sont lourds, par exemple, à manipuler. Donc, bon, tout ce qui est bureautique, bien sûr, ça ne pose pas de problème parce que Office 365 fait largement l'affaire. Par contre, maintenant, tout ce qui est station de travail, bureau d'études, qu'est-ce que pour répondre par rapport à l'implémentation d'un bureau d'études en mode cloud, par exemple, quelles sont les contraintes? Parce que je pense bien sûr à des dossiers, à des assemblages au-delà de l'aspect, bien sûr, sécurité et confidentialité, un assemblage dans une station, j'entends une station de travail, ce n'est pas un poste bureautique. Voilà ma question autour de ça déjà. Alors, c'est par rapport aux briques que j'ai présentées de partage de fichiers. Typiquement, alors nous, c'est plutôt récent, hein, donc j'ai pas un recul énorme, mais on voit que c'est ça la solution. En fait, il faut s'orienter sur Azure File Server. Vous avez 3 catégories de stockage de données. Le classique pour du partage de fichiers, le stockage à froid pour faire de l'archivage, puis il y a un stockage blob premium qui est tout à fait indiqué pour ce type d'utilisation de gros fichiers pour les architectes, les dessinateurs, tous ces gens-là. Et donc, moyennant le fait que maintenant on a des connexions Internet qui sont de bon niveau, parce que le point bloquant il se retrouve là, on peut tout en fait s'orienter là pour votre besoin sur Azure File Server. Voilà. D'accord. Ouais. C'est clair, d'accord. Donc, vous avez des clients, des bureaux d'études pour l'instant qui utilisent cet hébergement cloud pour, par exemple, un bureau d'études qui utilise la CAO, par exemple. Non, alors non, c'est pour ça que je vous disais et que je n'étais pas affirmatif sur le retour d'expérience. On n'a pas de bureau d'études, on a juste des architectes qui ont commencé à se connecter là-dessus. Et eux, c'est quand même significatif. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle le logiciel. Hein. Ouais, c'est pas du AutoCAD. AutoCAD, ça doit être AutoCAD. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est la référence AutoCAD. Ouais, donc ça marche bien. Ça marche bien. Mais il faut avoir une belle fibre. Il faut avoir une belle fibre 100 mégas. Bon, ouais, d'accord, tout à fait. Bon, ça c'est le prérequis, bien sûr, c'est une fibre 100 mégas en clé. Non, pour l'instant, donc bon, c'était une première question déjà. Bon, d'autres peut-être viendront, on verra. Merci pour la réponse. Eh ben, merci Abder. Et bon, votre société, c'est laquelle? Parce que je n'ai pas noté. Oui, la société Atermes, A-T-R-M-E-S. Ok. Je Bon, non, mais suis le responsable d'informatique, voilà, donc de la société. ouais, cela dit, Voilà, après, oui, pardon, allez-y, excusez-moi. oui, ce que je voulais juste compléter, c'est que la réponse n'est pas toujours full cloud. On a présenté une cible full cloud. C'est vers ça que je pense qu'il faut construire son architecture, mais on a évidemment une logique hybride à conserver partout où ça se justifie. Hein. Enfin, faut pas être ayatolesque sur la cible, à la fois en coût d'ailleurs, parce qu'il y a des architectures qui s'avèrent coûteuses en mode cloud, et puis après en fonctionnalité. Hein. Tout à fait. J'ai une autre question juste par rapport à la mise en place par exemple, un ERP. Vous avez parlé de Sage, par exemple, ou SAP, qui sont des standards. Là, nous avons un ERP Cegid, par exemple, en mode cloud, parce que les produits sont tellement différents
qu'est-ce qu'il va faire quand on va mettre telle ou telle solution? Il faut multiplier le partenaire ou comment ça se passe? Si on a une solution, l'ERP-CJ par exemple, que j'ai pas vu dans votre présentation, est-ce qu'on est, enfin, si en mode SaaS via notre partenaire ou comment ça se passe dans ce cas? Bon, il y a de toute façon les solutions SaaS qui sont proposées par les éditeurs maintenant, hein, donc ça on va pas l'occulter, mais qui sont parfois un petit peu limitées en termes de personnalisation. Donc c'est des solutions assez monolithiques. Si vous avez votre solution à vous, ben, plus en termes de sécurité d'ailleurs. Nous on a des clients, on a beaucoup de clients qui ont leur infra classique, et puis une des premières briques qui commence à externaliser, c'est leur Sage, BP, divers et variés, et qui mettent à dispo sur du Azure, par exemple. Et là, vous mettez votre serveur de base de données, votre serveur applicatif, et puis un serveur TSE. Et, voilà. Et ça, c'est très, entre guillemets, c'est très classique. C'est ce qu'on fait depuis 10 ans en mode hébergé, avant que ce soit sur Azure. Ok, ok. Merci, merci pour la Mais c'est réponse. un premier pas dans le cloud. Très Très bien, bien. c'est clair, merci. Je vous en prie. Alors, d'autres questions? Oui, peut-être. J'en ai une question, c'est concernant la gestion des identités. Comment se passe, est-ce qu'on va plus sur une solution SSO avec un compte mail Azure pour se connecter aux applications Sage, par exemple, en cloud cloud? Ouais, en fait, tous les éditeurs. Alors, si je prends le Sage SaaS, Ouais, actuellement, nous sommes sur une AD. Bien entendu, on utilise les comptes AD. Et comment ça se passe? Parce qu'on a déjà, nous, tout ce qui est Office 365. Et je voulais savoir plus ou moins est-ce que l'identification par un compte Office 365 peut, sur Sage, en externalisé, c'est possible en SSO? alors, en fait, il faut bien considérer que le SSO, il est fait pour, il est fait pour les applications qui sont des applications SaaS. Voilà. Donc, si vous avez votre Sage qui est encore en mode authentification classique, voilà, on-prem, bah, en fait, la règle, c'est de continuer à garder une seule liste d'utilisateurs avec les groupes de sécurité correspondants. Et donc, vous mettez votre Active Directory, vous le synchronisez sur Azure Active Directory pour avoir vos comptes 365, ce que vous avez déjà. Et puis, vous continuez à vous connecter vos comptes Sage dans l'AD, comme ça se fait depuis que Sage permet cette authentification. Mais le vrai sujet, c'est plutôt toutes les applications SaaS que vous allez petit à petit agréger à votre système d'information. Ça peut être des petites applis côté marketing ou des grosses applis côté CRM. Il faut savoir que tous ces éditeurs, maintenant, ont un petit module qui permet de dire, ben voilà, les utilisateurs, je veux les créer à partir du compte Office 365. Donc, ça veut dire que sur du Salesforce, par exemple, ben, une fois que j'ai fait cette agrégation, ça se trouve sur Internet, hein, le petit module qui explicite comment le faire. Une fois que j'ai fait ça, quand je vais créer un compte dans 365, ça va me donner les droits d'accès dans le Salesforce, et l'utilisateur, il va cliquer sur un lien qui est accessible à partir de 365, enfin, dans le Teams en particulier, et ça va lui ouvrir avec un compte qui va être le compte 365, son accès. Et on peut même faire le provisioning des licences automatiquement. Voilà. Et donc, pour vous, c'est une vraie garantie. Quand vous avez un utilisateur qui rejoint un groupe, de l'intégrer dans ce groupe et qui soit géré comme toutes les personnes du groupe, ou quand la personne part, vous lui coupez son accès Office 365 et il n'aura plus accès à l'ensemble des autres applis, ce qui est assez intelligent, par exemple, pour les équipes marketing qui ont toujours 3-4 applis d'envoi de mail, d'envoi de questionnaires, etc. Et puis tout le monde a le même mot de passe.
Alors que là, on lui donnera jamais le mot de passe, il va juste y accéder avec son compte. Voilà, donc là, c'est un SS générique pour accéder à une seule et même boîte, par exemple. Vous voyez le. D'accord, je vois un peu comment ça se. Donc il y a plusieurs cas d'application, mais évidemment, c'est pour les applications type SaaS. D'accord, ok, merci beaucoup. J'en prie. On a un petit peu dépassé l'horaire, mais est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes toujours présentes? Non, on a fait le tour. Bon, donc vu l'heure avancée, écoutez, je me permets donc de clore nos échanges. Je vous remercie de votre participation.